Le miracle économique japonais est le nom donné à la forte expansion économique du Japon dans les décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Ruiné après sa capitulation, le pays devient dès la fin des années 1960 la deuxième puissance mondiale. Après avoir accédé au rang de puissance industrielle, le pays est anéanti en 1945 après sa capitulation face aux Alliés. Il a échoué dans sa tentative de contrôle de l'Asie de l'Est et a perdu les territoires qu'il occupait sur le continent asiatique. La guerre du Pacifique a été coûteuse en hommes et le pays se retrouve sans ressources naturelles. Après la capitulation, le pays doit d'abord lutter contre la famine de sa population durant l'occupation américaine avant de bénéficier du coup de pouce de son vainqueur. Le redémarrage concret de l'économie n'est observable qu'à compter de 1952. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui aurait pu causer cette guerre? Pourquoi les Japonais ne réussissaient-ils pas à s'autosuffire? Le Japon était trop peuplé, puis il n'y avait pas assez de ressources. Fait que c'est un peu comme si on était dans ce petit local-là, puis qu'on était comme 150 là-dedans. Mais là, c'est comme si on était coincé dans un petit environnement comme ça, puis on n'arrivait tout simplement pas à s'autosuffire. Écoute, tu sais, dans un petit local comme ça, on est 150, mais des tomates, mais on peut juste en faire pousser pour 2 ou 3. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, le Japon était le 5e pays le plus peuplé du monde derrière la Chine, l'Inde, l'URSS et les États-Unis. Toutefois, il avait un territoire beaucoup plus petit. Alors, qu'a fait les Japonais pour régler le problème d'autosuffisance dans leur pays? Ben, il fallait tout d'abord qu'ils aillent conquérir des colonies qui étaient riches en matières premières. Mais ça a été vraiment une politique d'expansionnisme et ils veulent s'étendre pour tout dominer l'Asie. Ulcérés par le traitement accordé à leur nation par les puissances occidentales lors du traité de Versailles et opposés au traité naval de Washington et au traité naval de Londres, de nombreux politiciens et militaires japonais mirent en place une idéologie fondée sur la supériorité de la race nippone et son droit à dominer l'Asie. Il y avait vraiment plusieurs hommes politiques et militaires japonais qui appréciaient vraiment pas le traitement réservé au Japon lors du traité de Versailles, le traité naval de Washington en 1922 et puis celui de Londres en 1930. Est-ce que cette idéologie pourrait être comparée à celle des nazis? Moi, selon ce que m'a été rapporté, selon ce que les Japonais que j'ai rencontrés, j'avais posé la question d'ailleurs, puis ils m'ont vraiment dit oui, ils m'ont répondu par l'affirmative. Après la guerre, dès le 4 avril 1947, les États-Unis, soucieux de favoriser une reconstruction rapide de l'économie du pays, suspendent le paiement des réparations japonaises et de cette date à février 1948, la dévaluation du yen par rapport au dollar, le rétablissement de l'équilibre budgétaire, la reconstitution des chantiers navals, les faveurs faites de nouveau aux grandes entreprises pour des raisons de rationalisation de la production créant les conditions du redressement. Mais quelles ont été les conséquences de l'après-guerre pour le Japon? Ben, d'abord, le régime politique, le désarmement, la perte de ses, la perte de ses conquêtes et l'occupation du territoire, mais toutefois, c'est l'institution impériale qui a vraiment été épargnée dans tout ça. Là. Ça a vraiment abouti à la décennie perdue à l'ère aisée et qui, elle, se caractérise par une période de stagnation économique et de déflation. Cette période-là est marquée par la croissance économique faible et un problème de déflation persistante. 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon continue de se relaxer tranquillement des ruines que cette guerre a laissées après avoir été guidé par les forces américaines jusqu'en 1952. En 1945, Tokyo était une ville pratiquement rasée, comme en témoignent les archives.
Mais déjà dans les années 60, de nouvelles habitations ont poussé, les immeubles s'élèvent et la capitale renaissait enfin. L'incroyable boom économique va arriver à grands pas. Nice peace, nice peace, nice peace, nice peace, nice peace, nice peace, only one for all. Nice peace, nice peace, nice peace, nice peace, nice peace, nice peace, all for only one. La famille typique japonaise comprend alors un couple et ses enfants, en moyenne au nombre de 2. Le père travaille pour faire vivre sa famille, tandis que la mère est femme au foyer, en charge de l'éducation des enfants et de toutes les tâches ménagères pour assurer le bien-être de toute la famille. L'économie du Japon se redresse et ira croissante jusqu'à ce que le pays devienne la 2e puissance mondiale, derrière les États-Unis au milieu des années 70. Le Japon peut compter sur une industrie déjà performante avant la Deuxième Guerre mondiale qu'il va rapidement transformer et concentrer sur les industries lourdes. On parle ici de la métallurgie, l'électricité, les chantiers navals et l'automobile et chimique. La main-d'œuvre et la discipline et la productivité jouent un rôle important dans cette remontée spectaculaire du pays. Mais ça a été vraiment une politique d'expansionnisme. Alors, l'affaire qu'on a voulu faire pour se grossir, le gouvernement japonais, tu sais que des compagnies comme Samsung, c'est une compagnie de réfrigérateurs d'abord et avant tout. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça rentrait pas assez d'argent, fait que se sont mis à faire des Samsung. Alors, c'est comme ça qu'ils se sont mis à devenir de plus en plus gros. Alors, voilà comment ils sont devenus, avec la politique d'expansionnisme, le Japon a pris de la masse. Le Japon a su tout aussi bien prendre de l'avance dans les domaines de l'informatique et l'électronique en subventionnant la recherche. Ainsi, 1964, il existe déjà le Viewphone, un objet qui peut permettre de passer un appel téléphonique tout en visionnant le visage de son interlocuteur. Les années 60 au Japon, c'est aussi ceux des Jeux olympiques d'été de 1964, symbolisant la réacceptation du Japon dans la communauté internationale. 1964, c'est aussi l'année où le premier train à grande vitesse du Japon, le Shinkansen Tōkaidō, est lancé et va connecter Tokyo à Osaka. C'est une époque glorieuse où tout paraît possible, où les Japonais avaient confiance en un avenir meilleur, porté par la croissance illimitée de leur pays. La croissance qui est liée à une forte augmentation de population. Vraiment, c'est les colons qui sont installés avant-guerre dans les territoires sous contrôle japonais et à un fort taux de natalité entre 45 et 60. Et la population est passée de 72 à 93 millions d'habitants. Une société de consommation est en plein développement, ce qui feront du Japon l'une des meilleures puissances du monde. Mais la croissance du Japon est vraiment spectaculaire. Là. Ça peut être partout, c'est quasiment des feux d'artifice. Là. Et c'est vraiment durant le gros boom, le PNB croît à un rythme annuel de 11,5%. Et dès 68, le Japon devient la 2e puissance économique mondiale. Les Japonais ont pu se sortir de la misère grâce à leur persévérance et leur bon vouloir. Puisque leur façon de penser a toujours été de ne jamais lâcher prise, ils ont commencé bas, mais au final ont fini plus prospères. Nice peace, nice peace, nice peace, nice peace, nice peace, nice peace.